Bonsoir à tous. Savez-vous quelle est la définition du courage? La définition du courage, c'est de savoir que ça va faire mal, mais d'y aller quand même. Maintenant, savez-vous quelle est la définition de la stupidité? La définition de la stupidité, c'est de savoir que ça va faire mal, et d'y aller quand même. Et c'est pourquoi la vie est si difficile. Et c'est pourquoi ma vie est si difficile depuis 5 ans. Il y a 5 ans, j'avais 25 ans. Est-ce que j'étais plus courageuse que stupide ou plus stupide que courageuse? Je vous laisserai juge. Et par une belle après-midi d'été, je me souviens encore, je tombe des nues. Je tombe des nues parce que je viens de lire un rapport de 300 pages, écrit par des centaines de scientifiques de 195 pays différents, qui me disent en gros qu'on brûle trop d'énergie fossile, et que ça réchauffe l'atmosphère, et que donc, plus ou moins, la planète ne sera plus habitable entre la latitude 45 nord et la latitude 45 sud, que ça va déplacer des centaines de millions de personnes, y compris en France, et que toute la stabilité sociale, et donc économique, et donc politique qui fait que nous vivons dans un petit paradis, ne sera plus qu'un lointain souvenir. Et je me souviens que le rapport conclut en disant que ces énergies fossiles, on les exploite, on les produit à cause des banques qui les financent, et elles les financent avec notre argent. C'est à ce moment-là, normalement, qu'on se dit qu'on ne va pas y aller, parce que ça va faire trop mal. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, je vais y aller, et je sais que ça va faire mal. Et ça a été incroyablement dur, et ça a fait incroyablement mal. Alors aujourd'hui, ça va. Aujourd'hui, on est passé le milliard de transactions, 100 millions d'euros sous gestion. On est le plus gros lancement d'un produit d'investissement en France depuis 10 ans. Je fais même des TEDx dans les classements Forbes, ça fait plaisir aux parents. Mais ça a été extrêmement dur, mais pas là où vous pourriez penser. Ça a été extrêmement dur, pas seulement quand on a dû convaincre des investisseurs sur une vision d'une jeune femme de 25 ans qui sortait de nulle part. Ça a été extrêmement dur quand on a dû aller chercher des licences auprès de la Banque de France. Ça a été extrêmement dur quand j'ai dû annoncer à mon père que définitivement je ne ferais pas médecine. Mais ça a été le plus dur, ça a été ce que j'ai pu voir dans le regard des gens quand je leur disais que je construisais un projet écolo. Quand on sort de sa bulle, et que je rentrais à Dijon, que je parlais à des amis d'amis, on se rend compte à quel point ce mot a une connotation péjorative, et plus encore aujourd'hui. On se rend compte qu'on est comme une sorte de Cassandre qui voit le déluge arriver là-bas, mais que quand on en parle, quand on a envie de changer les choses, la personne en face de soi le ressent comme une insulte presque. Comme si elle devait arrêter de parler de ses vacances, comme si elle se sentait obligée de dire que pour elle, la viande, c'est une tradition, et comme si elle se demandait quand est-ce que j'allais lui demander d'arrêter de respirer pour arrêter d'émettre du CO2. Et ça, au départ, ça m'enrageait d'une certaine manière, parce que j'avais l'impression qu'on devait tous se mobiliser ensemble pour faire face à ce défi, ce plus grand défi de l'humanité. Et je ne comprenais pas pourquoi est-ce qu'il y avait une telle opposition. Et puis j'ai compris quelque chose de fondamental, quelque chose qui a fait complètement décoller ce qu'on a créé, et quelque chose que j'aimerais vous partager aujourd'hui. Mais avant tout, posons les bases. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, personne, plus ou moins, n'a envie d'être qualifié d'écolo, alors que tout le monde, absolument tout le monde, veut de l'écologie? Pour ça, on va faire un petit vote à main levée. Jouez le jeu, sinon ça va être gênant. Et je vais vous demander, qui ici a envie, quand il ouvre son robinet, qu'il y ait de l'eau qui coule de son robinet? C'était pas prévu. Maintenant, qui a envie, quand il va dans le supermarché, que les étalages soient remplis et qu'il n'ait pas à se battre pour le dernier sac de riz? Merci. Et maintenant, qui a envie de ne pas mourir à 60 ans déshydraté à cause d'une énième canicule? Donc, sans surprise, vous êtes là, une grande unanimité. J'en ai vu quelques-uns au fond qui sont venus là pour souffrir, mais pourquoi pas. Et donc, je suis heureuse de vous annoncer officiellement
que vous êtes contre le réchauffement climatique et pour la lutte écologique. Et pourtant les écolos, ça fait 5% aux élections, pourtant la priorité de l'écologie, ça fait que baisser dans les classements, pourtant même pour les jeunes, ils n'ont plus rien à foutre. Et donc, c'est très intéressant de se demander pourquoi est-ce qu'il y a une telle opposition. Et ça, c'est dû au fait que la communication autour du changement climatique et de la chute de la biodiversité est une catastrophe, pour ne pas dire éclatée au sol. Je ne jette pas la pierre aux scientifiques, là. Ils font un travail formidable, ils ont fait leur taf, mais ce n'est pas des communicants. Et les messages qu'ils ont créés et qu'ils ont diffusés pour nous alerter, n'ont pas du tout fait effet. Et quand on analyse ces messages, ça semble en effet très logique. Prenons le premier message. Plus de degrés, attention, il va faire plus de degrés. Moi, je me souviens, la première fois qu'on m'a dit ça, je me suis dit, cool, je vais avoir une piscine à Dijon. Non mais, si on n'est pas climatologue, si on n'a pas lu des rapports, on est en train de nous dire là qu'on va vivre sous le climat de Los Angeles. On va faire bouger personne avec ça, avec cette alerte. Plus fort encore, CO2. CO2. C'est dans l'air. Je me souviens de mes cours de SVT. Mais après ça, on me parle de tonnes dans l'air. Moi, j'en suis encore à savoir quel est ce qui est le plus lourd entre une tonne de plume ou une tonne de plomb. Des tonnes dans l'air en transparent, j'essaye même pas de comprendre. J'interprète même pas. Ça, c'est mon préféré. Moins 80% d'insectes. Mais vous avez vu comment est-ce qu'on réagit tous quand il y a un bourdon qui s'approche trop près en terrasse? Vous avez vu ce qui se passe quand il y a une pauvre araignée qui s'installe au fin fond du garage? Vous êtes en train de parler d'un monde rêvé, là, pour la majorité de la population. Et je peux continuer encore longtemps. La grande baraille de corail va mourir. Je passe mes vacances en Bretagne. Les ours polaires, les enfants, bon, c'est dommage pour eux, mais bon, on a un chien. Donc, c'est fondamental de comprendre là que les messages qui ont été créés et diffusés pour justement mobiliser un maximum de personnes pour relever le défi de notre espèce n'a pas du tout fait effet, voire même effet contraire. Et ça, c'est parce que, fondamentalement, les personnes qui les ont faits ont oublié quelque chose de très important dans nos interactions humaines, dans même notre système cognitif humain. Et ça, c'est la différence entre perception et perspective. La perception, c'est comment on voit le monde. C'est notre regard unique sur ce dernier. C'est ce que je vois, mais c'est aussi mon expérience, mon vécu, mes études, mon savoir. Et donc, les scientifiques ont parlé avec leur perception, parce que eux, quand ils entendent plus de degrés ou moins 80% d'insectes, ils savent exactement que plus de degrés, ce n'est pas le climat de Los Angeles. Ils savent que ça veut dire qu'il y aura des zones inhabitables, même en France, des zones immergées. Ils savent que moins 80% d'insectes, on n'est pas en train de parler de terrasses ou de quoi que ce soit, on est en train de parler de sécurité alimentaire. Et ils n'ont pas fait la démarche de comprendre la perspective des populations et des personnes qui devaient alerter et bouger avec eux. Un exemple sera beaucoup plus parlant. Je vous présente Jean-Claude. Jean-Claude, il est très gentil. Et Jean-Claude, il prend sa voiture tous les jours pour aller au café du coin. Si je lui parle avec ma perception à Jean-Claude, je lui dirais, écoute Jean-Claude, arrête de prendre la voiture. Ça émet du CO2, c'est pas du tout cool pour les Indiens qui sont en train de mourir à 60 degrés à l'ombre. Qu'est-ce qu'il va me dire, Jean-Claude? Il va me dire, ah, c'est dommage, mais j'ai d'autres problèmes que les Indiens, et puis ma voiture, si, je l'aime bien. Mais si maintenant je parle à Jean-Claude en essayant de me placer de son point de vue, de sa perspective, je vais dire, Jean-Claude, arrête de prendre la voiture, prends ton vélo plutôt. Pédale ces 5 km. Fais ce sport, et tu sais, tous les médecins le disent, tu pourras aussi vivre 20 ans de plus pour aller pêcher. Et là, à la première palpitation, Jean-Claude, il va penser à prendre le vélo. On peut prendre un autre exemple extrême. Monsieur le Président de la République.
Si je vais le voir, Emmanuel, et que je lui dis, Emmanuel, franchement, je suis stressée, anxieuse, là, anxieuse, pour moi, pour les enfants, si un jour j'en ai, s'il te plaît, mets en place ce plan de décarbonation de l'économie, c'est important. Il va me dire, Maud, non, budget, je suis là 5 ans, enfin 3 ans encore, flemme, reviens plus tard. Par contre, si je me place de son point de vue, pour sa perspective, je vais lui dire, Monsieur le Président, aujourd'hui la France n'est pas souveraine dans son énergie. Mais demain, si on fait ce grand plan de décarbonation, si on électrifie tout, alors la France sera souveraine. Alors vous serez souverain. Et vous ne serez plus dépendant de 15 mecs qui se réunissent autour d'une table pour dire que du jour au lendemain que le prix du baril a fait x2. Et là, peut-être que Monsieur le Président y réfléchira un peu plus. Donc c'est très important, et c'est ce qu'on a raté jusqu'ici, de comprendre les perspectives des personnes qu'on veut emmener avec nous. Quelles sont leurs motivations, quels sont leurs enjeux, quelles sont les cordes à activer pour faire en sorte de leur rappeler que le changement climatique va avoir un impact sur toutes les dimensions de leur vie. Il faut juste trouver la bonne dimension qui les fera agir. Et là-dessus, il y a une dimension, il y a une corde sensible qui parle à tout le monde, quelle que soit votre origine, quel que soit votre bord politique, quel que soit votre milieu social. Vous me voyez venir, c'est l'argent. Ah ça, l'argent. Si je vous présente maintenant Clément. Clément, c'est mon ami. Clément, il a 2 filles. Et Clément, il vient de mettre 20 000 € dans une assurance vie pour préparer l'étude de ses enfants. Si je viens et que je dis à Clément, écoute Clément, tes 20 000 € là, à 80%, ils financent les majeures pétrolières, le charbon, le gaz, c'est pas cool du tout, ça m'arrange pas. Viens financer l'économie sociale et solidaire avec moi. Il va me dire, ah, t'es gentil Maud, mais moi mon argent il faut qu'il grandisse, c'est pour payer les études de mes enfants. Puis l'économie sociale et solidaire, je ne suis pas philanthrope, à la limite je peux te mettre 10 € de côté tous les mois et on fera un don à des assos. Par contre, si je lui dis, à Clément, si je me place du point de vue de sa perception, de sa perspective, qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire, Clément, il y a 2 rapports qui viennent de sortir coup sur coup. Un des Amériques, un de l'Union européenne. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que les banques en Europe, et notamment ta banque, Clément, elles sont fortement dépendantes des énergies fossiles, à un tel point que c'est l'équivalent de 92% de leurs fonds propres. Et cette dépendance, elle met ton argent à risque, Clément. Elle met ton argent à risque parce que les actifs fossiles, ils sont menacés. Ils sont menacés par les futures réglementations, ils sont menacés par les coûts des nouvelles technologies bas carbone qui décroissent, ils sont menacés par les boycotts, ils sont menacés par les aléas climatiques. Et donc ça fait que tu peux perdre cet argent, Clément. Ah, Clément a commencé à réfléchir un peu. Ah, qu'est-ce que c'est que ces rapports? Et ensuite, je vais continuer. Je vais dire, Clément, tu me dis que financer la transition et l'écologie, c'est de la philanthropie. Mais Clément, si tu finances la transition, tu finances les nouvelles technologies et entreprises qui fourniront l'énergie décarbonée. Tu finances les entreprises qui fourniront les transports décarbonés, l'agriculture durable. C'est pas de la philanthropie, ça. Tu financeras les champions de demain. C'est du bon sens. Clément, c'est comme si tu pouvais, en 2000, investir entre Nokia, le leader à l'époque, et Apple. C'est comme si tu pouvais investir entre le Minitel et Google dans les années 90. C'est comme si tu me disais, en 1900, que tu voulais investir dans des chevaux plus rapides au lieu de Ford. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant de se placer du point de vue de la perspective des personnes. Et c'est pour ça qu'on a personnellement choisi d'aller dans la finance, parce que c'est un langage universel, et parce que c'est une corde sensible pour une immense majorité de la population. Et c'est pour ça qu'on est très fiers d'avoir, par exemple, réuni des personnes de tout le spectre qui sont chez nous, de Alexandre de Rothschild, qui est le plus grand banquier en France, au plus grand activiste, Hugo Clément. C'est pour ça qu'on est très fiers, parce que pour la première fois, on a pu réconcilier fin du mois et fin du monde, parce que pour la première fois, en finance,
Vous pouvez vous faire du bien en faisant du bien. Et ça, c'est une très bonne nouvelle parce qu'on a trouvé un endroit où l'écologie met tout le monde d'accord. Que vous vouliez sauver les ours polaires ou faire grandir votre épargne, c'est ici. Et ce n'est pas la seule bonne nouvelle de la soirée. J'aimerais conclure sur une autre très bonne nouvelle. L'autre très bonne nouvelle, c'est que maintenant qu'on a vu que la transition, ça pouvait être des avantages très forts, très personnels et très court terme, en santé, en géopolitique, en argent, en tout, l'écologie va devenir de rabat-joie à désirable. Et sauf que chez l'être humain, la désirabilité, c'est contagieux. Ce qu'on désire, c'est pas inné, c'est acquis. On désire ce que l'autre désire, on aime ce que notre voisin aime. Et donc on va désirer, si on désire la transition, tout le monde va commencer à désirer la transition. Et quand on me dit, mais Maud, tu peux pas changer comme ça les choses, le monde aussi rapidement, ça va prendre du temps, j'aime citer 3 exemples qui me tiennent parfaitement à cœur. Le premier, c'est le mulet. Il y a 15 ans, quand j'étais au collège, si vous portiez un mulet, vous vous faisiez caillasser. Évidemment, c'est pas vrai, mais c'était pas ouf. Aujourd'hui, le mulet est partout. Vous voyez là une des femmes les plus populaires et désirables qui porte le mulet. Regardez avec attention, tout le monde porte un mulet aujourd'hui. Aujourd'hui, le mulet est désirable. Et je continue. S'il y a 40 ans ou 30 ans, vous alliez faire du micro-trottoir comme Lina, là, et que vous demandiez aux hommes et aux femmes quel est le corps de la femme idéale, on ne vous aurait pas dit le corps de Kim Kardashian. On vous aurait dit Kate Moss, on vous aurait dit des femmes très minces et tout ça. Aujourd'hui, les salles de sport sont remplies de personnes qui cherchent à avoir ces courbes. Et je ne juge pas, j'ai pas de mulet, mais je vais à la salle. Dernier exemple, mon préféré. Vous avez là le summum du style en termes de virilité et de puissance. Des bas et une jupette. Voilà. Donc, si ces choses-là ont pu être désirables pour la grande majorité de la population, alors on peut faire en sorte qu'en effet la transition devienne désirable, devienne un choix pour tout le monde. Et si le mulet a pu le faire, on peut le faire aussi.